Questo è molto bello, è consacrato a Michelangelo, si chiama Portico del Parente, c'est difficile. C'est demi-couvert, à l'extérieur, hein. C'est comme ça, c'est merveilleux, hein. C'est fermé, mais non, ne c'est pas fermé. Oh non, oh non, oh, c'est fantastique, hein. Pour les ouvriers, hein. C'est fantastique, nous pouvons aller. Oh, quelle merveille. Une vie, une œuvre. Gabriele D'Annunzio, 1863-1938. Le poète aux ailes de feu. Par François Connac et Olivier Guérin. D'Annunzio, c'est un beau nom, parce que quand même les gens connaissent. Gabriele D'Annunzio, lui-même s'était amusé du fait qu'il avait le nom de l'archange de l'Annonciation, Gabriele, et qu'il s'appelait D'Annunzio. Donc il se considérait comme porteur d'une annonciation, d'un message. À l'école, on nous le faisait étudier et on le découvrait, mais seulement sous l'aspect du poète. Donc c'est le collège, c'est le lycée, et pour D'Annunzio c'était septembre, toujours, qui a été mis en musique après par Pizzetti. Alors voilà, on vient de rentrer et là on tombe sur la devise, c'est la devise de D'Annunzio. Hoc habeo quod cumque dedi. Voilà, j'ai ce que j'ai donné. Bah tout est là. Quand vous verrez le Vittoriale, vous trouverez une phrase très jolie, et le dessin d'une main avec la phrase cinque le dita, cinque le peccata, 5 doigts, sans péché. Mais la doctrine catholique nous enseigne que les péchés sont 7. Évidemment, 2 péchés n'étaient pas tels pour D'Annunzio, c'est-à-dire l'argent et les femmes, n'est-ce pas? Oui, il danse, même le tango. Hein? C'est le premier qui danse le tango. Hein? À Paris. Hein? À Paris. Si, Joséphine Baker. Il était fou pour Joséphine Baker. C'est un homme qui a 2 amours, pourrait-on dire, Paris et l'Italie, c'est-à-dire enfin la France et l'Italie. Alors aujourd'hui, même ceux qui n'aiment pas le goût de D'Annunzio, même ceux qui n'aiment pas ses idées nationalistes, etc., de droite, reconnaissent que D'Annunzio est un grand écrivain d'importance européenne. Et il avait commencé à choisir la France comme sa seconde patrie. Il a choisi Paris pour son début comme auteur de théâtre. Il a choisi Sarah Bernhardt et il était toujours préoccupé de faire traduire ses romans en France, surtout par M. Georges Herrel. Et puis, il a eu même une grande sympathie politique pour la France. Il voyait la douce France comme le pays qui était le pays frère de l'Italie. I pastori. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi, Les bergers. i miei pastori lasciano gli stazzi Septembre. e vanno verso il Allons, mare. il est temps de partir. Scendono all'Adriatico selvaggio. Au pays Che des Abruzzes, verde, mes ecco bergers i pastori maintenant dei monti. abandonnent les parcs et s'en vont vers la mer. Profondamente ai fonti alpestri. Ils descendent vers l'Adriatique sauvage, qui est verte comme les pâturages des monts. Ils ont bu profondément aux sources alpestres pour que la saveur de l'eau natale reste dans leur cœur d'exilés et les réconforte, pour qu'elles trompent longtemps leur soif en chemin. Ils ont renouvelé leur houlette de coudrier. Et ils descendent le long de l'antique sentier vers la plaine, comme à travers un fleuve d'herbes silencieux, suivant les traces de leurs lointains aïeux. Oh, le cri de celui qui, le premier, aperçoit le frémissement de la mer. Maintenant, le long du littoral chemine le troupeau. Pas un changement dans l'air. Le soleil blondit à tel point cette vivante laine qu'à peine si on la distingue du sable. Bruit de vagues, bruit de pas, douce rumeur. Ah, pourquoi ne suis-je pas avec mes bergers? Ah, pourquoi ne suis-je pas avec mes bergers? Il est né aux
Abruzzes. Pietro Gibellini. Dans une petite ville de la Provence du Sud, Pescara alors était un village de pêcheurs. Il a étudié près de Florence, à Prato. Puis il y a Rome, et seulement en 1870, Rome devient la capitale d'Italie. Toutes les personnes qui avaient d'ambition politique, mondaine, culturelle, économique, se jettent sur Rome. Et Rome devient une sorte de nouvelle Byzance, c'est-à-dire la ville du luxe, de la corruption, de la mondanité, mais même de l'élégance des salons. La ville où, plus directement de Paris, arrivaient les nouveautés littéraires. Et alors, D'Annunzio choisit Rome pour une esthétique de la décadence. Naturellement, ces modèles habitent surtout à Paris. Le Piacere, l'enfant de volupté, a continuellement des réminiscences des sources d'écrivains français. Vous trouvez des pages de Péladan, par exemple, surtout Péladan, et même les frères Goncourt, même Maupassant, et Flaubert. Flaubert, pas le Flaubert de Madame Bovary, mais surtout Un cœur simple ou L'éducation sentimentale. Et lorsque D'Annunzio a publié en français ce roman, il a levé les parties qui étaient plus familières au public français. Il a 16 ans et très vite il orchestre autour de lui une réputation d'enfant prodige, et je ne sais plus si c'est pour ce recueil-là ou celui d'après où on publie un avis de décès. Alors évidemment, le jeune prodige est mort, et en fait le jeune prodige se portait très bien. Il y a un art de la publicité chez D'Annunzio, ce qui ne rend pas l'œuvre médiocre, ce que je veux dire. Muriel Gallo, D'Annunzio publie ses premiers vers alors qu'il séjourne à Rome et où il se lance dans une carrière de journaliste mondain. Oui, parce que c'était comme ça qu'on pouvait se faire connaître. Et puis assez vite, le journalisme a été pour D'Annunzio aussi une manière de gagner sa vie, étant donné qu'il avait une vie extrêmement dispendieuse. Et donc il a continué après la guerre à écrire pour le Corriere della Sera, ce qu'en italien on appelle parfois prosa d'arte. C'était des petites pièces littéraires, souvent autobiographiques d'ailleurs. Ce sont ces faville del Maglio. Comment sont reçus ces premiers vers par la critique ? Avec émerveillement, puisqu'il était jeune et très beau. Puisque D'Annunzio, les gens peut-être qui ont vu des livres avec des reproductions de D'Annunzio a été chauve très vite à cause d'une maladie de peau et tout. Mais quand il arrive à Rome, tout le monde s'attendrit parce qu'il vient de Pescara, des Abruzzes qui sont au bord de la mer, et il a des cheveux bruns, frisés, il est absolument charmant. C'est un homme du Sud, en fait. Les Abruzzes appartenaient à l'ancien royaume des Deux Siciles. Les Abruzzes, c'est assez composite géographiquement. L'Apennin, c'est la colonne vertébrale, je dirais, de l'Italie montagneuse, très sauvage. Et il s'en sert évidemment dans ses nouvelles, très primitive. Et puis après ça descend lentement vers l'Adriatique. Et Pescara est un port de pêcheurs au bord de la mer. Mais c'est très émouvant parce que c'est un retour de ce citadin à ses origines. Ses origines auxquelles il restera toujours très fidèle, car c'est dans ces mêmes années 1880 qu'il publie un premier recueil de nouvelles. Terra Vergine, c'est une veine parallèle à sa poésie. Donc là, il y a une fidélité évidemment aux origines qu'on retrouve jusque dans son théâtre, puisqu'il y a une des meilleures pièces de D'Annunzio qui s'appelle La figlia di Iorio, qui est il l'a intitulée tragédie pastorale. Et c'est en effet quelque chose qui se passe à une époque indéterminée, mais qui se passe dans le primitivisme des Abruzzes. D'Annunzio considère en 1902, donc, parce qu'on peut se demander pourquoi republier des nouvelles
en grande partie de tonalité naturaliste, en 1902, il commence déjà à faire son opéra omnia. Et quand on fait son opéra omnia, on prend tout, je veux dire. Alors, il est vrai qu'il a modulé un peu ces textes, ceux qui paraissent en 1902, même si, en grande partie, ils sont écrits en 1885. Mais il ne renie rien, je veux dire. Tout ce qui tombe de la plume d'oie à l'époque de D'Annunzio vaut. Le culte du moi est la caractéristique, quand même, et d'un certain décadentisme, et de D'Annunzio. La mort du cerf. Le soir allait tomber. J'avais guetté le cerf, prolongeant mon affût tapis dans les roseaux. Et la nuit me gagnait quand je vis tout à coup un homme qui nageait au milieu du cerchio. Oui, c'était bien un homme. Un frisson me saisit néanmoins, comme si j'avais senti le fauve. Ses cheveux et sa barbe étaient d'un roux pareil à celui du sorgho, les aisselles velues, tandis que sous le ventre un poil tout différent lui poussait, semblait-il un pelage de bête. Et tout le bas du corps, on l'aurait dit énorme. Jambes, cuisses et pieds d'un être humain, non pas, mais d'un monstre à coup sûr. Je tremblais de le voir comme tremble une feuille. Je l'avais reconnu. C'était celui-là même qui engendra la nuée. Homme jusqu'au pubis, étalon pour le reste avec ses grosses couilles. Le centaure. Alors ici est le lieu de l'été, consacré à l'été et consacré à Michelangelo. C'est Michelangelo, le père de D'Annunzio. D'Annunzio a choisi son père, son père idéal. Et il dit « Je suis fils de Michelangelo ». Possiamo andare? Ah voilà. C'est la devise de D'Annunzio. Hoc habeo quodcumque dedi. Voilà. J'ai ce que j'ai donné. Hypnerotomakia polyphilie. Ça, c'est du grec. C'est le songe de Polyphile. Hypnerotomakia polyphilie, mais oui. Qui non cedit Minerva Anadiomen. per non dormius Invenies. Hoc in siluis quam opus egos Gabriel aditus artifici. ave antedeos cave Alitibus de fratribus unus. pave. Oculeus post vorte alumnus. Arcani divini minister. On peut trouver sans doute un D'Annunzio symboliste, un D'Annunzio décadent, mais il y a aussi un D'Annunzio classique et un D'Annunzio très moderne. Par exemple, si vous prenez ses premiers vers, les vers de intermezzo di rime, vous voyez surtout un D'Annunzio symboliste, un D'Annunzio qui a lu et bien compris Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Si vous prenez le Poema Paradisiaco, le poème du paradis, on voit qu'il a compris la leçon d'écrivains comme Maeterlinck ou Verhaeren ou Francis Jammes, etc. Il y a un D'Annunzio très précieux, le D'Annunzio de Isoteo, qui a lu les poètes pré-raphaélites anglais comme Dante Gabriel Rossetti. Puis il y a même un D'Annunzio classique, un D'Annunzio qui a compris les Grecs et qui veut ressusciter le message du Pan, la poésie de Pindare et les vers de la Grèce qu'il considère une source éternelle de poésie. Et puis, il y a naturellement un D'Annunzio moderne, moderne dans les sujets, mais surtout dans la forme. Je pense à la modernité du D'Annunzio après la guerre, ce type de prose qu'il appelle la prose nocturne ou la prose de recherche. Il n'aimait pas Proust, mais il avait lu Proust et il, dans
toute la seconde partie de sa vie, écrit pour explorer l'ombre intérieure, l'ombre de l'intériorité. Il ne fait plus des romans, des histoires narratives, mais il fait une prose de mémoire, d'analyse psychologique, de voyage dans lui-même. Et la forme devient une forme très flexible, avec des phrases très brèves, avec des analogies d'une pensée à l'autre, et avec une forme qui est incertaine entre prose e poésie. Donna Laura si trovò sola, perduta, su quella riva senza ombra, non avendo più conoscenza di sé che per il battito continuo delle arterie. Donna Laura se retrouva seule, perdue, sur cette rive sans ombre, sans autre conscience d'elle-même que le battement continu de ses artères et le bruissement sombre et assourdissant de ses oreilles. Le sol lui manquait sous le pied et semblait s'enfoncer à chaque pas, comme fait de boue ou de sable. Autour d'elle, les choses tourbillonnaient et s'effaçaient. Tout, y compris son existence, lui apparaissait confus, lointain, oublié, fini pour toujours. La folie s'emparait de son esprit. Tout à coup, elle vit des hommes, des maisons, un autre village, un autre ciel. Elle buta contre un arbre, tomba sur une pierre, se releva. Et son pauvre corps épuisé chancelait avec des mouvements tragiques et risibles à la fois. Mais rien ne resplendissait autant que ses cheveux blancs sous le soleil féroce. Folle, et avec un geste d'horreur et un cri suraigu, elle se mit à courir vers le fleuve. Savait-elle ce qu'elle faisait? Voulait-elle mourir? Que pensait-elle en ce dernier instant? Parvenue à l'extrême bord, elle tomba dans l'eau. L'eau bouillonna, se referma doucement, et une succession de cercles partirent du lieu de sa chute et s'élargirent en légères ondulations miroitantes, puis se dissipèrent. Je crois que D'Annunzio, c'est peut-être le plus européen entre les poètes et, je dirais, les écrivains de son époque. Pietro Ghibellini. Donc, D'Annunzio connaissait bien le latin, le grec, même s'il lisait les classiques grecs dans les éditions françaises des belles lettres avec le texte français mais il connaissait très bien le grec, il connaissait le français, l'ancienne italienne, et puis il connaissait un peu l'anglais et pas l'allemand. Toutefois, il a lu des écrivains allemands, anglais et même russes à travers des versions françaises. Et ces lectures ont été très très importantes pour sa formation. Il a lu des poètes anglaises, poètes et écrivains anglaises, surtout Shelley et Keats, John Keats, et puis Swinburne. Swinburne surtout, par exemple, pour le poème dramatique sur la Phèdre, que D'Annunzio a utilisé pour faire sa Phèdre, mais il voulait mettre dans les veins de Phèdre le sang grec et païen, il dit, que Racine avait substitué par le sang d'une dame française du grand siècle, n'est-ce pas? Et il a lu les Anglais, il a lu même les Russes, surtout Dostoïevski et Tolstoï. Mais cette influence des Russes, c'est très très limité à quelques pages de l'Innocente, l'intrus, et à quelques pages de Giovanni Episcopo. Mais il a lu Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Et c'est un coup de foudre qui a changé complètement sa manière de penser. Muriel Gallo, l'un des thèmes récurrents aussi de cet univers romanesque, c'est le spectacle de la mort.
et une mort violente, en fait. Hein. Ça n'est pas une mort avec du sang. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en fait, parce que ça aussi c'est un thème naturaliste, hein, la mort violente. Donc là, il y a cette nouvelle qui s'appelle le héros, où le personnage est porteur d'un saint, et c'est une statue extrêmement lourde, et il a la main broyée au cours de cette procession. Alors là, je dirais qu'on reste dans un cadre naturaliste. Ce qui devient, et la source aussi, je crois, est dans Maupassant, mais il en fait tout autre chose, D'Annunzio. Ce qui devient du D'Annunzio, c'est que le processionnaire, donc, va, il y a une description un peu ragoûtante, cette main est déchiquetée et il va la couper. Et après ça, il dresse son bras, son moignon, hein, devant le saint, et il lui dit, en plus en patois, ou en dialecte, il lui dit « À toi, je l'offre ». Et là, on peut dire que nous sommes déjà sur un cheminement d'un thème qu'a beaucoup aimé, peut-être trop d'ailleurs, D'Annunzio, le cheminement du surhomme. Et toutefois, si nous voyons le surhomme de D'Annunzio, il s'agit souvent des surhommes qui sont des vaincus, des surhommes imparfaits. L'intrus, le triomphe de la mort. Un surhomme qui se suicide, c'est une contradiction en termes, je trouve. Et même dans le feu, nous avons des personnages, le grand poète et la grande actrice, qui sont des surhommes en difficulté, des surhommes en crise, n'est-ce pas? Et si nous voyons les personnages de D'Annunzio, nous voyons qu'ils ne sont pas trop loin des personnages de Pirandello et de Svevo, dont nous aimons la modernité. Dans le Feu, il fuoco, ou dans d'autres poèmes ou dans des romans, D'Annunzio veut construire un monde musical à travers la parole. Pino Pintorno. Donc il essaie de construire quelque chose de musical sans la musique. Donc il prend les idées de l'art total de Wagner, qu'il essaye d'adapter à son monde, s'approcher du monde de Wagner, voulait dire se considérer aussi un semi-dieu. Et de même, D'Annunzio à l'époque se voit comme, je ne dis pas obligé, mais se sent naturellement capturé par cette beauté, par cette possibilité de créer un art nouveau. Il y a toujours un côté, chez ces artistes, il y a toujours, à mon avis, un côté un peu maladif. Oui, ce rapport à la mort, enfin, la mort d'Isolde, c'est une mort d'amour. C'est une mort, toujours, n'oublions pas, c'est une mort artistique. Donc il y a une transfiguration, il y a un aller au-delà des conditions des autres hommes. L'œuvre d'art est le dépassement de la condition mortelle. In che posto andiamo? Nell'officina, l'Oisine, forse molto bella quella da descrivere. Anna Maria Andreoli, nous pénétrons dans la demeure de D'Annunzio et là nous sommes dans la pièce de travail, dans l'atelier, pourrait-on dire, de l'écrivain, l'Officina. L'Officina, c'est la chambre de l'habitation de D'Annunzio la plus claire. C'est une chambre lumineuse, la seule où D'Annunzio travaillait. Et il a autour du bureau, il y a des répertoires vocabulaires qu'il lisait à d'une vitesse extraordinaire. Et nous avons ici 400 vocabulaires de toutes les langues et de tout le temps. C'est le répertoire de son travail. Il cherche les mots comme dans une mine. Et puis dans la chambre, il y a la Nike di Samothrace, la victoire de Samothrace, et la douze voilée. La douze, c'est la muse inspiratrice de l'œuvre la plus importante de D'Annunzio.
Et c'est la seule femme qui a réussi à faire travailler D'Annunzio au plein rythme. D'Annunzio a écrit pendant sa relation avec la Douze même 5000 vers par mois. Mais le travail, c'est la gloire de D'Annunzio. Et alors, dans son bureau, il y a la Douze qui le regarde et regarde les épaules de D'Annunzio. On pourrait peut-être aussi parler de ces maximes qui ornent le seuil de chacune des pièces dans lesquelles nous pénétrons. Le Vittoriale est très, très écrit. Partout, nous trouvons des légendes. En latin, en italien ancienne, et les mots font part du décor. Et nous avons les légendes écrites de sa main. C'était une sorte de manie. Le mot, la légende, les maximes, même sur le papier à lettres, même sur le vêtement. Il y a des maximes sur le vêtement. Taci. La pioggia nel pineto. Sulle soglie del bosco. Taci. Non odo parole che dici umane. Sulle soglie Ma del odo bosco parole non più odo nuove, parole che parlano dici gocciole umane, e foglie lontane. ma odo Ascolta. parole più nuove Piove dalle nuvole che sparse. parlano gocciole Piove e sulle foglie tamerici salmastre lontane. darse. Piove sui Ascolta. pini scagliosi Piove ed irti. dalle nuvole Piove sparse. sui mirti divini. Piove sulle ginestre tamerici salmastre fulgenti ed arse. di fiori accolti. Piove sui pini Sui ginepri scagliosi folti ed di irti. coccole aulenti. Piove sui mirti Piove, divini. piove. Et puis il y a le chef-d'œuvre d'Alcione. Tout le monde, même les Français, j'espère, connaît des poèmes formidables comme La sera fiesolana, La pioggia nel pineto et I pastori. La sera fiesolana qui a la douceur de Saint-François ou d'un poète du Dolce Stil Nuovo, mais qui a la sensibilité de l'âge de la décadence. Il a une sonorité extraordinaire, fresche le mie parole nella sera ti sien come il fruscio che fan le foglie del gelso nella man di chi le coglie. Donc, même à travers ma voix qui n'est pas la voix d'un homme de théâtre, vous avez pu entendre le vent avec ses mélodies, le vent, la musicalité de ces vers. Et puis la pioggia nel pineto, par exemple. On a parlé de la pioggia nel pineto comme une fugue musicale, mais c'est aussi le passage de la vie normale humaine à une sorte de vie mythologique. C'est le poète avec Eleonora Duse qui entre dans la Pinède et de pas en pas, de musique en musique, il se transforme. Ils deviennent une nymphe et une satyre qui s'entrelacent avec la végétation. Il y a une sorte de métamorphose comme le poète Ovide, comme Bernini qui faisait Apollo et Daphne, comme Giambattista Marino et Adone. Et même le temps, il y a une rupture de l'espace, des lois de l'espace et même des lois du temps, parce que les vers qui se répètent, la favola bella che oggi t'illuse, che ieri m'illude, o Hermione, le hier et l'aujourd'hui peuvent changer avec le maximum de facilité. Et puis Pastori, lorsque l'été va disparaître, la mélancolie, le sentiment des modernes qui cherchent un pays de l'âme, un pays perdu, c'est les Abruzzes ou bien Rome avec ses ruines archéologiques. Mais ces trois poèmes, un au commencement du livre, le deuxième dans sa partie centrale
et le troisième dans sa partie finale, nous font comprendre que Alcione n'est pas un recueil de morceaux détachés l'un de l'autre, mais plutôt une histoire continue. C'est le voyage dans le mythe. Les objets que nous voyons dans le décor des chambres de D'Annunzio, ce sont symboliques. Ils tiennent place des mots. Ils sont comme des mots. Et assemblés, ces mots forment des poésies, des textes. Anna Maria Andreoli. Alors nous avons le Michel-Ange, l'esclave de Michel-Ange, ici tout entier. Dans une chambre voisine, nous avons la tête, seulement la tête. Plus loin, seulement le pied, un bras. Comme la rime est la même partie de mots qui se répètent, voilà que la statue se répète. Et il est nécessaire qu'il soit en plâtre. Les bibelots de D'Annunzio sont toujours pas originaux, comme les mots. Si Dante ou Pétrarque dit amour, nous disons amour. Le mot n'est pas du poète. L'art n'est pas de l'artiste, selon D'Annunzio. Beaucoup d'objets que nous voyons se sont dessinés par D'Annunzio même. Ce guéridon est un dessin de D'Annunzio. Et nous voyons ici la chambre de nuit, avec 2 lits. Un lit de l'avant-amour, un lit pour l'amour. Nous voyons ici, devant le lit, l'esclave de Michelangelo, à qui D'Annunzio a mis un drap pour cacher les jambes. D'Annunzio dit que la statue de Michelangelo contient une erreur. Il a les jambes trop courtes. Alors, il la compare à un sonnet. Le sonnet s'est formé de quatrains et de tercets. L'habilité du poète est de faire les tercets lentement, qui semblent à la lecture plus lente, pour les prolonger, Alors, est comme un corps humain avec une tête énorme et des jambes courtes. La statue de Michelangelo, c'est un sonnet mal fait. Alors, il faut cacher les jambes courtes. Et je vous dis que c'est vrai. C'est vero, les jambes courtes. Et à la tête du lit, il y a l'après-midi d'un faune, un tableau de l'ami Marius de Maria sur le poème de Mallarmé. Nous avons ici un rare exemplaire de Rimbaud. Je ne le trouve pas, mais D'Annunzio a payé, et c'est rare que D'Annunzio a payé une poésie de Rimbaud. Valérie et Rimbaud, ce sont les poètes qu'il aime le plus. Valérie qui lui a rendu visite. Oh oui, ici, en 1924, il est venu ici, il a écrit des mots extraordinaires sur D'Annunzio, rasé, sans un poil et habillé comme un saint. Et ils ont causé du 3e lieu. Il y a un lieu au-delà de la vie, au-delà de la mort. Et il y a ce 3e lieu où les 2 poètes se trouvent. Tout à coup, elle était devenue très belle. Bien qu'elle demeurât immobile, bien qu'elle se tût, ses accents fameux, ses gestes mémorables semblaient vivre autour d'elle et vibrer indéfiniment, comme les rimes autour du livre fermé où l'amour et la douleur se plaisent à chercher l'ivresse et la consolation. L'héroïque fidélité d'Antigone, la fureur fatidique de Cassandre, la fièvre dévorante de Phèdre, la cruauté de Médée, le sacrifice d'Iphigénie, Myra devant son père, Polyxène et Alceste devant la mort, Cléopâtre volubile comme le vent et le feu sur le monde, Lady Macbeth, la voyante, homicide aux petites mains, Imogène, Juliette, Miranda et Rosalinde et Jessica et Perdita,
Les plus tendres âmes, les plus terribles et les plus magnifiques résidaient en elle, habitaient son corps, luisaient dans ses pupilles, respiraient par sa bouche qui savait le miel et le poison. Et pourtant ce n'était que le mouvement d'un muscle, un signe, un trait, un battement des paupières, un léger changement de couleur, une inclination presque imperceptible de la tête, un jeu fugitif d'ombre et de lumière, une foudroyante vertu expressive irradiée dans la chair étroite et frêle, qui engendrait continuellement ces mondes infinis d'impérissable beauté. La Duss, pour la situer, c'est à la même époque que Sarah Bernhardt, une grande actrice italienne, qui n'est pas une diva. D'ailleurs, ça se voit sur les photos. Elle n'est pas très jolie, elle est toute en intériorité. Elle a joué beaucoup de pièces de D'Annunzio, elle a joué de Ibsen aussi. Elle était malade pour jouer la figlia di Iorio, et elle est phtisique. Et en fait, si elle n'a pas joué la figlia di Iorio, il y a un témoignage où on dit c'est parce qu'elle crachait le sang. C'est le plus beau personnage féminin qu'il a accompagné jusque dans les années 10. Elle en a quand même eu assez, je veux dire, mais c'est la femme la plus importante de la vie de D'Annunzio. C'est une collaboratrice, c'est la seule qu'il ait eue. Et même dans le théâtre, D'Annunzio cherche à renouveler la tragédie ancienne. Il a lu Nietzsche, l'origine de la tragédie. Il fait cette Città Morta, la ville morte. D'Annunzio avait lu Nietzsche, avait lu que ce thème était un thème qu'il fallait proposer à Paris, parce que le thème de ce théâtre-là, c'était au cœur de l'Europe. Freud allait découvrir la psychanalyse avec le mythe, complesso di Edipo, le complexe d'Édipe. Il a compris que cette manière nouvelle de lire la civilisation grecque comme combat entre Dionysos et Apollon était très 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 important. Il a choisi Paris, il a choisi Sarah Bernhardt, il a voulu représenter le contact entre les modernes et les anciennes. Les modernes archéologues qui vont fouiller dans la terre, dans les ruines de Mycène, D'Annunzio prend les passions terribles de l'ancienneté. C'est-à-dire que l'histoire est seulement apparence et l'homme, dans le profond de son âme, ne change jamais. Cet dialogue avec la tragédie terminera en 1910 avec Phèdre. Dominique Lormier, donc D'Annunzio quitte sa villa luxueuse de la Caponcina aux abords de Florence pour s'installer dans un premier temps à Paris. Voilà, il y arrive en mars 1910. Il va s'installer dans un hôtel luxueux d'ailleurs, à l'hôtel Meurice, où il est attendu par sa nouvelle maîtresse, qui est la comtesse Natalia de Golubev, qui était la femme d'un ambassadeur russe. La Diane caucasienne. Il l'avait surnommée la Diane caucasienne parce qu'elle avait de magnifiques jambes. D'Annunzio portait une grande importance aux jambes des femmes, notamment des jambes très modernes pour l'époque, puisque ça correspondrait dans les canons de la beauté d'aujourd'hui aux jambes des femmes mannequins d'aujourd'hui. Il était presque, je dirais, à l'époque, plus connu en France qu'en Italie même. Ses livres s'étaient mieux vendus, certains de ses romans, notamment L'Enfant de volupté, Il Piacere en italien, c'était mieux vendu en France qu'en Italie. Ça ressemble à un exil. C'est un exil forcé, contraint et forcé, je dirais, du fait qu'il se trouve dans une situation financière extrêmement difficile. Il est poursuivi par les huissiers, les nombreux créanciers, il est couvert de dettes.
Il était également dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, comme ça a été le cas durant toute sa vie, mais d'une manière assez aiguë, puisqu'il est poursuivi également par certaines maîtresses. Et pourquoi s'installe-t-il à Paris précisément? Par quoi est-il attiré? D'Annunzio, tout en ayant par certains côtés des idées nationalistes sur le plan politique, assez curieusement, c'était également un personnage totalement cosmopolite. Et il va se mettre d'ailleurs à fréquenter à Paris par l'entremise de Montesquieu, donc qui était une sorte de dandy de la Belle Époque, également écrivain lui-même, va lui servir d'introducteur mondain au sein de la jet set parisienne. Jet set qui était certainement beaucoup plus cultivée que celle d'aujourd'hui, puisqu'il va surtout rencontrer les grands écrivains français de l'époque, dont il connaissait d'ailleurs un certain nombre déjà. Il avait rencontré André Gide déjà en Italie, Anatole France également aussi, mais il va, je dirais, renouveler les liens qu'il avait avec tous ces grands auteurs. Il est attiré par une perspective de cycle de conférences, je crois. Oui, alors au début, c'est une histoire d'ailleurs assez rocambolesque. Assez louche, puisqu'il avait rencontré un Italien vivant en Amérique latine, mais il l'avait rencontré en Italie. Il devait faire un cycle de conférences avec lui en Amérique latine. Il n'a jamais honoré le contrat puisqu'il est resté finalement en France. Et quel était le sujet de ces conférences? Ça aurait été des sujets d'ailleurs très modernes pour leur époque, notamment sur l'aviation, le mythe de l'aviation. D'Annunzio avait publié un roman Forse che sì, forse che no, qui était consacré au mythe un peu d'Icare, avec des thèmes très futuristes également sur l'aviation. D'Annunzio n'est pas cantonné, je dirais, dans un mode littéraire. Il est, je dirais, 10 âmes qui s'entrecroisent, donc qu'on retrouve à travers son œuvre. Et il a épousé, je dirais, tous les courants littéraires de son époque, qu'il a parfois d'ailleurs renouvelés. Et notamment le courant futuriste l'avait également intéressé. Et comme vous le savez, le futurisme était très porté sur tout ce qui était technique, aéronautique, sous-marin, etc. Les biographes présentent D'Annunzio comme un Don Juan. Mais il explique que pour lui, la chair est une voie de connaissance. Mais il a également des liaisons, bien entendu, avec des grandes romancières, notamment Anna de Noailles. Anna de Noailles, d'ailleurs, lui dit « Vous êtes un dieu » et D'Annunzio lui répond « Un de trop ». Puisque, bien entendu, il avait une certaine dérision vis-à-vis de lui-même. On l'a souvent présenté comme un personnage égocentrique. Il en donnait effectivement l'apparence, mais je pense qu'au fond de lui-même, il connaissait la nature intime de son être et il pouvait faire preuve également d'une grande humilité également aussi. Comme quoi, c'est un personnage extrêmement complexe. Donc il se rend à des premières à l'opéra. Voilà, à des premières à l'opéra. Courses à Auteuil. Il est invité dans tous les cercles parisiens de l'époque. Il fréquente des gens aussi différents que Léon Blum et Maurice Barrès, qui avaient des opinions politiques tout à fait différentes. Mais D'Annunzio a épousé également les courants politiques, tous les courants politiques de son époque. Il côtoie un monde qu'on pourrait qualifier de proustien. Tout à fait. Il est tout à fait dans lui. Il a d'ailleurs rencontré Proust. Je crois qu'il n'y avait pas une grande affinité entre les deux personnages, bien qu'il y avait une certaine affinité esthétique. Mais il a rencontré des modèles proustiens. Oui, Montesquieu absolument. faisant partie oui, tout à fait. d'un prototype pour le personnage du baron de Charlus. Voilà, absolument. Il était tout à fait dans cet univers proustien de la Belle Époque. Et la comtesse Greffule, la comtesse Greffule. Il s'adonne au spiritisme avec la comtesse Greffule. Voilà, absolument. Il s'intéressait beaucoup à la voyance. C'était également un personnage mystique, puisqu'il prétendait avoir été certainement franciscain à l'époque de Saint François d'Assise, pour qui il vouait un grand culte. Donc il s'intéressait à la fois au côté, je dirais, le plus sulfureux, presque le plus anachronique, le plus ridicule de la spiritualité à travers le spiritisme, et à travers également les grands courants mystiques de l'humanité, parce qu'il s'était intéressé également au bouddhisme. Dominique Lormier, j'aimerais que nous nous penchions sur l'un des plus beaux portraits que nous ayons de Gabriel D'Annunzio, qui a été peint par Romaine Brooks. Alors Romaine Brooks est un personnage tout à fait étonnant. D'abord, c'est une femme d'une étonnante beauté, étonnamment moderne, même dans sa manière de s'habiller. Elle serait tout à fait dans le vent d'aujourd'hui. Et c'était une portraitiste qui venait d'un milieu cosmopolite où il y avait un certain nombre d'attardés mentaux. Il y avait un très grand manque affectif chez cette femme. Et D'Annunzio l'avait tout de suite décelé. D'Annunzio avait une capacité de pénétrer intimement les êtres. Et il a été en quelque sorte son compagnon intime qui l'a soutenu moralement.
D'ailleurs, Romainbrook a dit qu'elle avait été sauvée par D'Annunzio d'une profonde détresse. Ils ont cohabité ensemble. Ils ont cohabité ensemble. Il y a eu certainement un amour platonicien. Elle a été entre autres l'amante d'Ida Rubinstein, qui sera l'une des grandes égéries de D'Annunzio. De D'Annunzio également aussi. Alors, Romainbrook avait peint le portrait, avait fait un très beau portrait de Gabriele D'Annunzio à Socoa, sur la côte basque, en 1912, je crois, lorsque D'Annunzio s'est installé dans le sud-ouest de la France. Et à ce moment-là, Romainbrook l'avait suivi justement au Moulot, près d'Arcachon. Et ils ont eu une passion profonde qui a perduré par la suite, même après la guerre. Vous l'aimez, ce portrait ? Ah, bah écoutez, c'est un portrait tout à fait étonnant parce qu'il semble totalement intemporel. C'est un portrait qui symbolise tout à fait le poète en exil, avec des mains qui sont quasi féminines, sur un ton gris clair et gris sombre, qui correspond tout à fait, je dirais, à la période d'automne telle qu'on peut la voir sur la côte atlantique. Donc, c'est très japonisant tout ça. Voilà, oui, il y a un côté presque. D'ailleurs, D'Annunzio a presque un visage de moine bouddhiste zen. Il a le crâne totalement rasé, les yeux totalement fixes et totalement intemporels. Et l'écume de l'océan à l'arrière. Et l'écume de l'océan derrière, mais qui ne semble pas le faire sortir de l'état un peu cataleptique dans lequel il se trouve. Dominique Lormier, D'Annunzio était un homme à femmes. Il avait même constitué une sorte de typologie des femmes. Voilà, il y avait 4 catégories de femmes pour lui, et c'est tout à fait amusant. Il y avait les drons, ce qu'il appelait les petites oies, les jolies femmes et les femmes supérieures. C'était ces dernières qui l'intéressaient le plus. Voilà, non, il a côtoyé les 4 parce qu'il estimait qu'elles avaient toutes en elles une bouche secrète à saccager, disait-il textuellement. Et non, il avait un amour pour toutes les femmes. Alors bien entendu, du fait de sa situation sociale, il a surtout côtoyé des jolies femmes et des femmes supérieures ou même des petites oies, c'est-à-dire les catégories qu'on retrouvait dans la haute bourgeoisie. Et des amours ancillaires. Voilà, les amours ancillaires. Donc c'est un personnage qui fascine les femmes. Moi j'avais trouvé D'Annunzio assez curieux. Je me disais comment tellement de femmes ont pu aimer cet homme. Louis Pasteur. Il n'avait rien de séduisant. Il était petit. Il avait une petite moustache, une petite barbiche, il avait un crâne tout chauve, et il ne me disait pas grand-chose. Alors, tout d'un coup, à minuit, les cloches de Saint-Germain-des-Prés ont sonné. Alors, à ce moment, lui se lève et fait un poème sur les cloches sonnant dans la nuit. Je vins vers lui et lui dis: Maître, j'ai été l'été dernier à Venise et j'ai cherché partout dans Venise où vous aviez aimé la douce. Il me dit: mais ça m'intéresse énormément ce que vous me dites là. Venez me voir, rue Geoffroy-Lanier, chez moi. J'allais donc chez lui 2 jours après, et là, je vis l'homme le plus prestigieux, le plus merveilleux qui soit. Dominique Lormier, D'Annunzio s'installe à Paris, mais aussi au bord de l'océan. D'Annunzio, il a besoin de se recueillir et de vivre véritablement comme une sorte d'ermite, comme ça a été le cas à Arcachon, où il s'est installé d'ailleurs à une villa qui portait un nom déjà empreint de sainteté, puisque c'est la villa Saint-Dominique, et où il va côtoyer d'ailleurs un personnage qui était le propriétaire de la villa, qui était Adolphe Bermond, et qui est un personnage tout à fait étonnant. Il était tertiaire chez les Dominicains. Il lui consacrera un ouvrage. Il va lui consacrer un ouvrage qui est, à mon avis, peut-être la plus belle œuvre de D'Annunzio, la contemplation de la mort, qui est la contemplation de la mort, où D'Annunzio parvient à vaincre la peur de la mort, qui était littéralement phobique chez lui, qu'il cherchait toujours à fuir par l'esthétisme, justement, et par la beauté. Et il va se réconcilier finalement avec la mort en entrevoyant, la déchéance physique de son ami qui est atteint d'un cancer, Adolphe Bermond, où il va de nouveau côtoyer d'une manière extrêmement intériorisée le message évangélique du Christ à travers justement cette contemplation de la mort.
il est obligé d'avoir un contact esthétique, je dirais, avec l'œuvre qu'il est en train d'écrire. Par exemple, lorsqu'il était en train d'écrire le martyre de Saint-Sébastien, eh bien, il était entouré de tableaux représentant le martyre de Saint-Sébastien, qui, comme vous le savez, a inspiré beaucoup de peintres de la Renaissance et de la période suivante. Sa prison dorée, c'est tout de même sa bibliothèque qui est très abondante. Comme il a des périodes où il est extrêmement riche et des périodes où il est extrêmement pauvre, il est obligé de vendre ses bibliothèques durant plusieurs parties de sa vie pour subvenir à ses besoins. Et ce sont généralement des amis qui rachètent la bibliothèque. Voilà, ce sont des amis, notamment comme Romain Brook, d'ailleurs, qui rachètera sa bibliothèque à Arcachon alors que D'Annunzio sera en train de guerroyer sur le front austro-italien pendant le premier conflit mondial, et ce qui lui permettra de subvenir davantage à ses besoins. Il est à la fois dans le monde moderne, le monde de son époque, mais sans être de ce monde. Parce qu'il a une vue du monde qui correspond plus, je dirais, à la période médiévale, c'est-à-dire la recherche de l'héroïsme, c'est-à-dire en faisant le don de sa personne pour une grande cause. Et du reste, parmi la surabondance de clichés photographiques qui reproduisent son effigie, on le voit au milieu de ses lévriers, montant à cheval. Et très souvent en uniforme. Il adore se déguiser, on peut le voir avec une robe franciscaine, ou alors avec un chapeau emplumé des Bersaglieri ou de chasseurs alpin italien. Dominique Lormier, l'exil de D'Annunzio en Aquitaine a été plutôt favorable à sa production littéraire. Oui, alors il a composé surtout des recueils de souvenirs à travers la Leda sans signe. Également, donc, la contemplation de la mort. On sent en même temps une sorte de sensualisme païen chez D'Annunzio dans ce contact avec la nature. Oui, il est tout à fait dans un sensualisme païen qu'on retrouve d'ailleurs assez curieusement chez Saint François d'Assise aussi. On sait que, par exemple, que Saint François d'Assise pouvait se rouler dans la terre durant certaines périodes mystiques, ce que fera également D'Annunzio. On sait que lors d'une visite qu'il fait dans un champ dans les Landes, il se roule dans le champ en faisant des galipettes, etc. Ce qui étonne tout à fait d'ailleurs les paysans du coin, où ils se demandent s'ils n'ont pas affaire à un fou. Et il a besoin d'avoir ce contact avec... il y a également ce contact avec la nature que l'on retrouve chez François Mauriac. On voit souvent François Mauriac embrasser et enserrer un arbre. D'Annunzio a également cet aspect-là, c'est-à-dire il a besoin d'un contact charnel avec l'arbre, la nature, la mer. Il a fait de très belles descriptions de la mer avec ses résonances limpides, ses variations de teints, de couleurs. Tout ça est très bien représenté dans l'œuvre de D'Annunzio à travers sa poésie, mais également à travers son œuvre littéraire romanesque. Ah, ça c'est en italien. Osare l'inosabile. Oser l'inosable. Hypnerotomachia polyphilie. Ingressus at non regressus. Pax et bonum, malum et pax. Osare l'inosabile. L'ésotérisme est omniprésent et dans la culture de D'Annunzio. La chambre du lépreux, c'est une chambre rituelle. On voit le Saint-Sébastien en bois. Et le lit, qui est un lit, un berceau, c'est la vie et la mort. Il y a le symbole de l'héroïsme et de l'érotisme comme partout. Et dans le plafond, il y a des pieds, reproduits dans une fresque des pieds. C'est le fétichisme du pied. Et cette chambre est complètement revêtue de peau de dame. Et il y a un tableau peint d'un peintre ami de D'Annunzio. Et le thème est le suivant. Saint François qui embrasse D'Annunzio. C'est impossible, mais pour D'Annunzio, c'est possible. Tout est possible. Serge Liffard. J'essaie de cette fond rythmique poétique de D'Annunzio pour présenter ce que Ludmilla Tcherina va faire, sa danse de Saint-Sébastien. Je meurs de ne pas mourir. Pour revivre, archer, il faut que je meure. Ne tremblez pas, mais soyez ivres de sang,
comme dans les combats. Visez de près, je suis la cible. Des profondeurs, j'appelle votre amour terrible. Alors c'est ça, il y a un événement extraordinaire sur le plan musical qui se déroule à Paris, c'est au Théâtre du Châtelet, c'est au mois de mai 1911, voilà, et c'est donc la création assez mouvementée, du reste vous allez nous en parler, de ce martyr de Saint-Sébastien. Alors, c'est une œuvre de commande. Alors c'est une œuvre de commande, bien que D'Annunzio avait déjà eu l'intention dans sa jeunesse d'écrire un livre sur le martyr de Saint-Sébastien qui le fascinait. Et donc, l'origine du martyr de Saint-Sébastien, c'est une fascination au départ esthétique et également qui devient quasi religieuse et presque également aussi, lorsqu'il y a l'esthétisme chez D'Annunzio, il y a toujours la jouissance sexuelle à travers les jambes qui l'avaient totalement fasciné d'Ida Rubinstein. Voilà, qui est la commanditaire de l'œuvre. Voilà. Il voit un jour les jambes d'Ida Rubinstein et il se jette à ses pieds en lui baisant les pieds et le haut des cuisses et en disant Saint-Sébastien, Saint-Sébastien. Ida Rubinstein qui incarnera le rôle du saint, qui est un rôle à la fois parlé et dansé. Voilà, alors c'est un personnage aussi tout à fait étonnant, qui est un peu hors du temps. Elle avait d'abord un physique tout à fait surprenant, un petit peu presque gothique, je dirais, c'est-à-dire avec des grands yeux bleus, un visage assez aigu, très maigre, et bien en même temps d'une très grande beauté. C'était une étoile des ballets russes. Voilà, absolument. Elle avait voilà, oui, avec notamment Nijinsky et d'autres, elle avait rayonné à travers les ballets russes. Et D'Annunzio avait aimé beaucoup d'ailleurs le côté très moderne des ballets russes. Rappelons que le martyr a été chorégraphié par Fokine. Voilà, absolument. Dans des décors de Bakst. Voilà, tout à fait. Oui, tout un décor qui est tout à fait le cadre, donc. C'était le gratin artistique. Moderniste de la Belle Époque. Et également un côté oriental aussi, l'influence de l'Orient aussi. Et justement, l'accueil de ce mystère Saint-Sébastien a été assez mitigé. Le martyr de Saint-Sébastien a effectivement cet aspect qui a pu froisser l'Église à ce moment-là. Quand vous dites l'Église, c'est l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris, mais l'Église officielle, parce qu'il faut savoir quand même une partie de l'œuvre de D'Annunzio avait été mise à l'index par le Vatican, parce qu'on estimait que c'était une œuvre sulfureuse. Mais à cette époque-là, effectivement, D'Annunzio épousait des courants littéraires qui étaient en contradiction avec la doctrine sociale de l'Église de l'époque, qui était assez réactionnaire. Et D'Annunzio, lui, était tout à fait dans la mouvance de certains courants, socialistes même. Revenons, Dominique Lormier, aux foudres de l'archevêque de Paris. On a murmuré que l'Église était choquée qu'une danseuse juive incarne le saint. Voilà, oui, il y avait une condamnation avec un regain d'antisémitisme au sein de l'Église. Alors, il n'y a pas du tout la moindre trace d'antisémitisme chez D'Annunzio, parce qu'il a eu de nombreuses maîtresses juives et il vouait une grande vénération pour la culture juive. Il s'intéressait beaucoup notamment à la Kabbale, parce qu'il s'intéressait à l'ésotérisme notamment. Et effectivement, l'Église, l'archevêque de Paris, a condamné en partie l'œuvre de D'Annunzio parce que c'était Ida Rubinstein qui faisait le rôle du martyr et qui était juive et d'origine russe. Donc il y avait également un conflit entre l'orthodoxie et le catholicisme. Alors Léon Blum, lui, on a fait un article tout à fait élogieux. On lui reprochait sa longueur excessive. Alors on lui reprochait sa longueur, d'avoir utilisé quelquefois un français médiéval qui était plus ou moins douteux, qui était soi-disant médiéval, mais qui était beaucoup plus esthétisant que réellement médiéval. Néanmoins, on peut estimer que c'est quand même une grande prouesse littéraire qu'un auteur qui n'est pas de langue française de naissance ait pu reproduire un texte aussi beau que le martyr de Saint-Sébastien. C'est plutôt un gage, je dirais, de bonnes nouvelles, comme l'avait dit textuellement Léon Blum. Encore. Amour éternel. Seigneur, bien-aimé. Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé.
il se considérait poète, il se considérait romancier. Pino et Pintorno. En tant que musicien, il savait très bien qu'il ne l'était pas. Mais il cherchait, et là il faut reconnaître, il avait beaucoup de qualités. Il cherchait le côté sonore. Ces vers constituaient déjà une musique. Il a essayé de se servir des musiciens comme si c'était le bras et lui était l'intelligence. Il sait très bien qu'il n'est pas musicien, qu'il ne peut pas dominer l'art musical. Il écrivait des poèmes, il écrivait des romans et il écrivait des pièces de théâtre. Alors, suivant la mode de l'époque, parce qu'il y a aussi un côté mode, n'est-ce pas, ces pièces étaient transformées en livrets d'opéra, c'est-à-dire étaient synthétisées, comme c'était arrivé normalement pendant tout le XIXe siècle. Mais avec Puccini, ça ne marche pas. La correspondance entre Puccini et D'Annunzio nous raconte presque des détails, dans les détails, ce qui s'est passé. D'Annunzio écrit à Puccini qu'il s'est réveillé un beau matin, justement, qu'il a entendu des bruits de la nature et il a presque reconnu les notes. Donc il lui dit le coq chante, et là c'est 6 notes. Et puis il y a la réponse 4 notes. C'est-à-dire il veut mettre dans la tête et dans la main du musicien comment il devait composer cette aube, ce réveil de la nature, des hommes, etc. À ce point, Puccini commençait à avoir des doutes sur cette possible collaboration. Petit à petit, D'Annunzio comprend, l'autre, Puccini, fait semblant de l'apprécier énormément, mais il le prie toujours de continuer, de perfectionner, de chercher. Et donc, ça finit par s'éteindre tout seul. Alors qu'avec d'autres musiciens plus jeunes, il pourra collaborer. D'Annunzio, il voulait remonter à la pureté de l'art italien en faisant en constituant une espèce de pont qui allait du XVIIe siècle, qui sautait le développement de l'opéra pour en arriver à la musique nouvelle de cette époque. Mais il y a aussi cette recherche des origines de l'art italien et donc l'extrême appréciation de Monteverdi. Monteverdi qui a fondé le genre nouveau, contre lequel quand même ils ont contesté au XIXe siècle, ces artistes, mais qui représente l'état pur. Et D'Annunzio, dans ce sens, se met à genoux devant Monteverdi. Lasciatemi morire. Lasciatemi morire. Tout d'un coup, les âmes furent ravies par un pouvoir foudroyant, comparable à cet aigle qui, en songe, ravit Dante jusqu'à la région du feu. Elles brûlaient toutes ensemble dans l'éternelle vérité, entendaient la mélodie du monde passer à travers leur extase lumineuse. Lasciatemi morire. Lasciatemi morire. Était-ce Ariane, encore Ariane, qui pleurait une nouvelle douleur, qui montait encore dans le martyre? E che volete? Che mi conforte in così dura sorte, in così gran martire. Lasciatemi morire. Lasciatemi morire. La voix se tut. La cantatrice ne reparut point. L'air de Claudio Monteverdi se composa dans le souvenir des auditeurs comme une ligne immuable.
Carlo Montanaro, je voudrais examiner avec vous les rapports que D'Annunzio a entretenus avec le 7e art. Au fait, pourquoi s'est-il intéressé au cinéma? Avant tout, je crois, et surtout pour des questions d'argent. Il cherchait toujours d'avoir de l'argent avec des contacts avec des femmes, avec des affaires, avec son travail. Il était toujours, et quand il y a quelqu'un qui pense à lui pour avoir un nom à vendre comme publicité, et c'était Giovanni Pastrone de la Itala Film, Monsieur Pastrone a dû se rendre à Paris. Alors, Pastrone, il est allé là-bas, il a dit, cher maestro, cher Vate, il s'appelait le Vate, j'ai fait un film très important, vous connaissez le film, oui, mais ça marche, ok. Et je voudrais simplement que vous transformez dans votre style toutes les choses que j'ai écrites, le titre du film, Cabiria, et que vous, avec votre culture, allez à la recherche des noms des personnages, et je vous donnerai de l'argent. C'était 50 000 lire oro, que c'était vraiment une fortune à ce temps-là. Cabiria est un film majeur dans l'histoire du cinéma. Il crée ou recrée tout au moins le genre du peplum. C'est le moment dans lequel, en Italie, on commence à faire le film important, le film long et les grands spectacles. Voilà. Et c'est presque toujours au début l'histoire ancienne. C'est Giulio Cesare, c'est le dernier jour de Pompéi, c'est Quo Vadis. On a fait aussi L'Inferno di Dante, c'est je pense le premier long métrage italien. Mais Cabiria, c'est celle où on voulait vraiment faire la reconstitution du décor la plus haute possible. C'est le premier dans lequel il me semble qu'on va tourner dans les lieux d'origine, c'est-à-dire on ne tourne pas simplement autour de Torino, mais on va tourner en Afrique. On tourne avec le désert, etc. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et sans Cabiria, on n'aurait jamais fait la naissance de la nation, intolérance, etc. Le cinéma aurait été toujours tout à fait plus petit, disons. Carlo Montanaro, D'Annunzio crée les personnages. Il crée notamment ce personnage de machiste qui connaîtra une carrière assez extraordinaire jusque dans les années 50, 60. 60, oui. Machiste est l'homme très fort qui a ouvert aussi dans le cinéma silencieux italien vraiment la génération des hommes forts. Et l'invention du nom, c'est de M. D'Annunzio, mais le nom est retourné dans les années 60, quand dans le cinéma italien, on a retrouvé Machiste qui a été beaucoup aimé en Italie et hors d'Italie, aussi en France. D'autres films où le nom de D'Annunzio se trouve associé, en fait, sont des adaptations de romans ou de pièces de théâtre. Exactement. L'unique sujet vraiment original devrait être un film qu'il a écrit à peu près pour son fils, pour Gabrielino, qui avait déjà tourné La Nave, ici à Venise, d'une espèce d'oratorium. Il a fait un film silencieux avec Ida Rubinstein, une grande danseuse de ce temps-là. Et toujours pour aider cet jeune fils, Gabrielino, il a écrit un scénario sur le vol de la Gioconda. Un autre film, l'unique peut-être film que la publicité de l'époque essayait de dire c'est un film d'Annunzio, provient toujours d'une espèce de tentative qu'il a fait pour le théâtre, qui s'est fermé dans le passage théâtral et peut-être lyrique, et il est passé au cinéma. Et c'est un film du 1916 qui s'appelle La Croisade des Innocents, et je pense que le film est perdu. Et le même Pastrone qui a fait Cabiria, il a fait aussi deux films, Fuoco surtout, d'un roman de D'Annunzio qui est quelque chose de très important. Je n'aime pas ce type de cinéma, mais je dois dire c'est très cohérent, vraiment sur les mythes aussi de la déité cinématographique. Et c'est un type de femme, la femme fatale et désespérée, qui a donné des chances au cinéma dans tous les années 20.
Lormier, lorsqu'éclate la Grande Guerre, D'Annunzio se trouve à Arcachon, je crois. Alors, il est à Arcachon et ensuite il remonte illico presto à Paris où il va s'engager directement une sorte de chevalier christique de la chrétienté combattant contre les barbares païens qui est incarné par le pangermanisme. Et il se range bien entendu du côté de la cause de la douce France. Il va d'ailleurs auréoler à travers différents poèmes à la gloire de la chevalerie chrétienne française. Il s'engage pratiquement comme brancardier, où il visite les blessés de guerre. Il organise une sorte d'hôpital franco-italien. Voilà, il organise un hôpital franco-italien avec la duchesse de Camastra, également avec des l'arrière-petite-fille du maréchal Ney. Du maréchal Ney, également avec les Garibaldi également. Et là, il va jouer un rôle très important dans l'entrée en guerre de l'Italie à nos côtés, puisqu'il va... D'Annunzio est interventionniste. Voilà, il est totalement interventionniste. Il estime que l'Italie doit intervenir d'abord pour récupérer les terres irrédentes et également pour soutenir la France. Et on sait que ça aura un rôle important, même sur un plan tactique militaire. Ça a permis de fixer une 60aine de divisions autrichiennes et qui n'ont pu être engagées sur le front français. Ave, cave, pavé. Salut, attention, tremble. Prends garde à toi. Anadiomenon. Unione yoga. Hypnerotomachia polyphilie. Ego sum Gabriel. Qui asto. Antedeos. Alitibus de fratribus unus. Et puis, il y a l'avion avec lequel D'Annunzio a survolé les Alpes. 3000 mètres pour aller dans la capitale de l'Autriche, Vienne, pour démontrer aux ennemis qu'il avait vaincu la guerre. Il vainc la guerre autrement que par le langage des armes. C'est-à-dire qu'il ne jette pas des bombes sur Vienne, il jette des messages. Des messages. Des mots, des messages. Il dit, si je veux, ces mots deviendront des bombes. Maintenant, ce sont des mots d'un poète. Et il a la signature, Gabriele D'Annunzio, et puis le lieu. Le lieu, c'est le ciel de la patrie. Hein. Il y a un lieu. Quand nous écrivons une lettre, non, nous disons Paris le sept. Alors, il écrit le ciel de la patrie le 9 août 1918. C'è un luogo dove cielo della patria, le ciel della patria. E D'Annunzio queste invenzioni continue. Scrivo nell'oscurità. Ho gli occhi bendati. Sto supino nel letto. Scrivo nocturne sopra una stretta lista di carta. J'ai les yeux bandés. Che contiene una riga. Étendu sur le dos dans un lit, le torse immobile. Notturno. Una somma. La tête un peu plus bas que les pieds. Ho gli occhi bendati. Je soulève très légèrement les genoux pour incliner la tablette qui y est posée. Scrivo. Sto supino nel letto. J'écris sur une étroite bande de papier qui n'est large que d'une ligne. Il torso immobile. Scrivo. J'ai entre les doigts un crayon. Un poco più basso dei piedi. Le pouce et le médius de ma main droite, appuyés sur les bords de la bande, la font glisser au fur et à mesure que j'écris un mot. Per dare inclinazione alla tavoletta che v'è posata. Avec la dernière phalange du petit doigt de ma main droite, je sens le bord inférieur de la bande. Ho tra le dita un lapis Et scorrevole. je m'en sers comme d'un guide pour qu'elle reste droite. Il pollice e il medio della mano destra, Mes coudes sont immobiles contre mes flancs. poggiati sugli orli della lista, Je cherche à donner au mouvement de mes mains une légèreté extrême, de manière qu'il n'aille pas plus loin que l'articulation du poignet, sento con que l'ultima nulle falange secousse del ne se mignolo transmette à ma destro tête pensée. l'orlo di sotto. Dans toute mon attitude, il y a la rigidité d'un scribe égyptien de basalte. Non scrivo sulla sabbia, scrivo. La pièce est privée de lumière. J'écris dans l'obscurité. Scrivo nell'oscurità. Je trace mes signes dans la nuit qui est lourde contre mes deux cuisses, comme une planche clouée. Imparo un'arte nuova. J'apprends un art nouveau.
Notturno qu'il a écrit, puisqu'en fait il avait les 2 yeux bandés, qu'il a écrit sur des petites liasses de papier pour pouvoir suivre, que sa fille, qui est une fille illégitime mais qu'il aimait beaucoup, qu'il appelait la Sirenetta, a après retranscrit la petite sirène. Et c'est peut-être Muriel Gallo, le média, qui sont justement ces petites bandes de papier, ça ne prêtait pas au discours idéologique lourd qu'il y a pu y avoir dans certains romans. Donc c'est un autre moment. Nous sommes vraiment dans l'authenticité et dans un texte de recherche. Mussolini a fait à Rome ce que D'Annunzio avait fait à Fiume. Les jugements des historiens vont toutefois changer. Quelqu'un a rappelé que Lénine, en 19, avait écrit que les légionnaires de Fiume, c'étaient des révolutionnaires en puissance. Et parmi les nationalistes qui ont suivi D'Annunzio à Fiume, ou les jeunes étudiants patriotes, etc., il y avait aussi plusieurs anarchistes et plusieurs socialistes. Dans cette ville qui a été une sorte de laboratoire politique, D'Annunzio a écrit avec la collaboration de Alceste de Ambris, qui était un homme de gauche, n'est-ce pas? Une constitution qui est en même temps très de gauche et très de droite. Il y a des choses de droite comme par exemple l'imposition de la supériorité des Italiens sur les autres communautés ethniques, mais il y a des choses absolument révolutionnaires comme l'organisation des syndicats. Il voulait renouveler l'histoire des communes libres de l'Italie du Moyen-Âge. Lorsque le peuple était le juge, il y avait une sorte de démocratie de place. Et puis, il y a quelque chose qui n'est ni à droite ni à gauche, comme par exemple que l'éducation des jeunes de Fiume devait être surtout une éducation musicale. C'est-à-dire que la musique, c'était la chose la plus importante dans cette ville-État. Comme vous savez, les puissances de l'Europe et le gouvernement italien ont ordonné à D'Annunzio de se retirer de Fiume, mais il faut dire que beaucoup en Italie étaient favorables à Fiume. Il y avait en Italie l'idée d'une victoire mutilée. L'Italie a donné son sang pour la victoire et n'a pas eu. Mais quand les troupes italiennes du gouvernement ont bombardé Fiume, D'Annunzio a ordonné qu'il ne fallait pas verser le sang entre Italiens, entre les frères, et il se retirait. Il avait déjà prévu dans une sorte de développement idéal de sa vie le passage de la flûte à l'arc, de la poésie à l'action. En effet, il avait eu la possibilité d'avoir encore un poids politique très fort. Mais lorsqu'il arrive à Gardone, il a seulement envie d'écrire. Hypnerotomakia polyphilie. Ça, c'est du grec. C'est le sens de polyphile. Hypnerotomakia polyphilie, mais oui. Hoc abeo, quodcumque dedic manebimus optime. Hoc opus, hic labor, rosam capé. C'est le sens de polyphile.
Hypnerotomachius, memento audere sem moriens, non moriens, hypnerotomachia polyphilici, spiritus parmanibimus optimis. Tous les livres que nous voyons ici sont des livres lus par D'Annunzio et soulignés, mais soulignés vertigineusement, soulignés à toutes les pages. Ce sont des mines d'or aussi pour les chercheurs. Ça permet de tomber aussi sur certaines pépites, certains poèmes, certains commentaires. Il aime écrire sur les pages blanches d'un livre. Il écrit même des poésies très, très intéressantes, très belles. Ce sont des poésies très brèves, poésies sur la mort, de la vieillesse, d'une vieillesse cruelle. D'Annunzio, c'est la jeunesse. La vieillesse, c'est la maladie et la mort pour lui. Anna Maria Andreoli, vous avez découvert, je crois, un poème tout à fait extraordinaire. Le poème extraordinaire, c'est un poème contre Hitler. Contre Hitler est écrit sur la Divine Comédie, qui est le livre du poète politique de l'Italie, du poète, du Dante, poète de la passion politique. Il y a des poésies même sur François Villon, qu'il aimait beaucoup. La ballade des pendus, c'est la poésie dramatique de la guerre. Sont écrites des mémoires de guerre sur Villon. Les écrivains français sont les plus choisis pour cette écriture de l'extrême vieillesse de D'Annunzio. Ce sont les poètes français. D'Annunzio Crépuscule, c'est très intéressant. C'est plus intéressant du D'Annunzio jeune, au moins plus près de l'âme moderne, de l'âme contemporaine. Vediamo. Il visite deux chambres d'attente pour le visiteur bienvenu et pour le visiteur fâcheux. E Mussolini è il visiteur fâcheux. Siamo chiusi, non so come potremo mai uscire di qua. Condannati tutta la vita a stare qui. Vediamo se trovo un'altra uscita. Vediamo. Inseguiamo il gruppo. No. À Benito Mussolini, mon cher compagnon, lors de ta dernière visite, je me suis permis de faire allusion à ton attitude envers la France. Tu ne m'as répondu que de façon fuyante et ambiguë. Tu t'es montré comme tu es et dois être devant ta table du palais Chigi. J'aime d'un amour intellectuel la France des chansons de geste, de François Villon, de François Rabelais, de la Marne, du Maroc. En témoignage de cet amour, j'ai écrit 4 livres dans le meilleur français de France. J'ai écrit que la France insolente et railleuse n'avait commencé à nous connaître et à nous estimer qu'après la fraternité de la guerre et notre signature de la paix à Paris en qualité de vainqueur. Depuis cette nuit, je sais que les hésitations et les incertitudes de ce jour d'amitié font place maintenant à ta clairvoyance et que tu vas repousser fièrement ce manant d'Adolf Hitler, avec son ignoble face barbouillée dans lait de chaux indélébile et de la colle où il trempait son pinceau, avec sa longue brosse à bout de perche devenue aujourd'hui le sceptre de ce paillasse féroce, et prolongé en touffe sous ses naseaux nazis. Je regrette beaucoup que tu sois toujours loin de moi, et que je doive porter sur mes feuillets d'écrivain public ces mauvais mots que je t'écris en frère. Je t'embrasse. Ave. Gabriele D'Annunzio. 9 octobre 1933. Pietro Ghibellini, au soir de sa vie, quasiment emmuré vivant dans son Vittoriale, D'Annunzio s'attelle à une sorte d'œuvre testamentaire.
que nous autres Français avons traduit sous le titre « Le livre secret », une œuvre assez déconcertante. De quoi s'agit-il exactement ? S'agit-il d'un ouvrage très moderne et très particulier dans sa structure. D'Annunzio était très vieux, mais il a trait de ces tiroirs des morceaux de papier, des pensées, des phrases qu'il écrivait dans la nuit sur les pages d'un livre qu'il était en train de lire. Et il a organisé cette matière avec une introduction où il raconte sa vie en interprétant ces épisodes comme une vocation à la mort. Il veut surprendre le lecteur et révéler au lecteur l'autre côté de sa personnalité. On voit le D'Annunzio plein de joie, le D'Annunzio qui aime le risque, le soleil, etc. Et au contraire, il montre toutes ces mélancolies, tous ces doutes, avec une absolue liberté de structure. Et il imagine que la chute en 1922 était en réalité un suicide manqué. Il voulait la mort, il voulait la belle mort. Et dans cet ouvrage composé, il reprend même des vers anciens. Et cette sorte de testament se termine avec ces 4 vers. Tutta la vita è senza mutamento, ha un solo volto la malinconia, il pensiero ha per cima la follia e l'amore è legato al tradimento. Toute la vie ne change jamais. La mélancolie a toujours le même visage. La pensée est liée à la folie et l'amour est lié à la trahison. Et c'est dans ces seuls 4 vers toute l'idée de la vie que D'Annunzio avait et qu'il a laissé à ses lecteurs. D'Annunzio, on pense qu'il a influencé tous les courants littéraires de son époque, mais les courants qui ont également suivi après sa mort. Il a continué d'avoir une certaine présence indirecte de sa personne à travers l'œuvre qu'il avait écrite. C'est ainsi qu'il y a même encore des auteurs comme par exemple Dominique de Roux, qui ont été certainement inspirés par le côté également aventureux et esthétique et également aristocratique de D'Annunzio. Comme un auteur également au Japon chez Mishima également. Mishima d'ailleurs était fasciné par le martyre de Saint-Sébastien. Il avait lu toute l'œuvre de Gabriele D'Annunzio, qui avait été d'ailleurs traduite au Japon. C'était un esthète solaire. Effectivement, ça correspond en quelques mots à la personnalité de Gabriele D'Annunzio. Caro Montanaro, il y a une sorte de résurgence de D'Annunzio à la fin des années 70 avec ce dernier film de Luchino Visconti, L'Innocente. Comment interprétez-vous ce retour sur une œuvre de jeunesse de D'Annunzio qui finalement n'était plus du tout lue? Avant tout, il y a l'amour de Visconti pour la littérature. Peut-être l'innocence, c'est aussi l'histoire de la jeunesse de Visconti. Ce sont les années 10, les années 20, et c'est à peu près le niveau de sa famille, la famille haute bourgeois. Peut-être il a fait un petit rêve, simplement vraiment d'innocence, disons. Il a eu aussi de l'amour pour les personnages. Je crois que c'est un des films plus importants qu'il a fait l'Antonelli. Vraiment, elle fonctionne très bien dans les films. Et c'est une espèce de constatation esthétique, disons, avec une photographie très solaire. Je crois vraiment que c'est une espèce de rêve d'un vieux monsieur qui pense à son enfance, à ce qui était la société à ce temps-là, quand
on n'avait pas vraiment de grands problèmes. Nous sommes sur la rive gauche du lac du Gard. Une vie, une œuvre. Gabriele D'Annunzio, 1863-1938, le poète aux ailes de feu, par François Connac. Et D'Annunzio disait « Je suis condamné à l'eau douce du lac du Gard ». Et D'Annunzio a choisi cette place. Avec Anna Maria Andreoli, Muriel Gallo, Pietro Gibellini, Dominique Lormier, Carlo Montanaro, Pino Pintorno. Texte lu par Evelyne Guimara, Laura Riccioli, Vincenzo Caputo, Luca Corredatour. Prise de son, Dimitri Scapolan. Mixage, Véronique Amiot. Réalisation, Olivier Guérin.